Merci à tous. Donc, bienvenue pour cette nouvelle session de l'après-midi. Donc, on va commencer tout d'abord avec la table ronde Regard croisé des patients. Et du coup, je donne tout de suite la parole à nos deux modératrices, Angélique Perrier-Berger de la MSP Château-Renard et Dr Élise Lavitte du CH d'Avignon. Merci. Merci Léa. Bonjour, merci pour cette invitation. On a la lourde tâche de reprendre après le déjeuner et sur la digestion. Donc, allez, on y va. La dernière intervention ce matin nous a bien montré la véracité et le besoin d'inclure les patients experts, patients témoins, qui nous ont fait du coup le plaisir de venir parler de leurs témoignages, de leur expérience tout le long de cette table ronde. Donc je vais les laisser se présenter. Avec nous, Dr Azuar, qui se présentera à son tour, de la Ligue du 06. Pascal, Raymond, je vous laisse vous présenter. D'accord, donc rebonjour. Pascal Journet, je suis patient expert, mais avant même d'être patient expert, comment j'en suis arrivée là? J'ai eu un cancer du sein en 2013, avec un parcours assez complet, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie pendant 7 ans, et puis reconstruction mammaire. Et à la suite d'un parcours, on va dire, de 3 ans, j'ai souhaité m'investir initialement auprès de la Ligue contre le cancer du Vaucluse pour partager mon expérience, mais aussi un petit peu, j'avais l'idée d'essayer de faire bouger un peu les lignes sur la prise en charge et qu'est-ce que je pouvais apporter tant aux patients qu'aux professionnels de santé par rapport à mon expérience. Donc le bénévolat m'a amené aussi à rencontrer l'équipe de maisons de santé dans le Vaucluse de Carpentras et de Vedène qui écrivaient un programme d'éducation thérapeutique et m'ont demandé d'intervenir et avoir mon point de vue sur ce qui pouvait être proposé aux patients. Et puis par là, ils m'ont envoyé passer le certificat universitaire de patient expert à la Timone à Marseille. Et puis la formation du CRESPACA pour pouvoir intervenir. Et on a ouvert ce programme en 2018. Et donc je fais le bilan éducatif dans le programme d'éducation thérapeutique et j'interviens avec les psychologues dans les séances collectives. Suite à ça, je me suis un petit peu aussi orientée sur diverses actions pour développer ce que j'avais appris. Et je fais partie d'un groupe de chercheurs qui s'appelle le réseau Concept, qui travaille sur la prévention primaire des cancers et où on apporte le regard des patients dans toutes les études et les travaux qu'ils mettent en œuvre. Donc ce sont les 2 grands axes. Et le troisième, on l'a un petit peu évoqué ce matin avec les internes. J'interviens aussi auprès de la faculté de pharmacie, auprès des étudiants, où je fais ce dont on a parlé ce matin, les entretiens et les simulations d'entretien avec les étudiants pour les développer le côté pratique de tout ce qu'ils apprennent. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de mes interventions. Et puis, oui, divers travaux avec la HAS où j'ai travaillé sur l'écriture de la plateforme d'aide à la reconstruction mammaire qui est ouverte à tout le public et divers travaux avec l'INCA et d'autres structures également. Voilà. Merci Pascal. Oui, tout le monde m'entend bien. Raymond Bonaventure, alors je précise mon âge, j'ai quand même 78 ans. Et en fait, comment cela, j'ai le myélome multiple qui s'est transformé en un plasmocytome au pancréas. Et depuis 1 an, donc, je subis, et je pèse mes mots quand je dis je subis un traitement qui est assez violent. Bon, je commence à m'y faire parce que je suis à ma 5e ligne de traitement depuis 2017. Auparavant, j'avais un pic monoclonal et une RPA
Donc ça s'est déclenché au cours d'un de mes voyages où je ne pouvais plus du tout conduire, j'avais des difficultés et donc arrivé à Marseille, j'étais au Portugal, arrivé à Marseille, j'ai eu un myélogramme et là on m'a donc indiqué que j'avais des lésions, enfin d'abord le myélogramme a prouvé qu'effectivement j'avais un myélome et des lésions un peu partout et je suis donc depuis 2017 soigné à l'IPC. À l'IPC, j'ai une activité assez intéressante puisque je fais partie du comité patient aidant, qui est le premier comité en France qui a été créé en 2002. Et notre rôle, c'est justement d'apporter notre expérience auprès justement des patients, auprès d'abord du comité, de la direction du comité et des différents services, apporter des propositions. D'ailleurs, on a participé au plan de 2004-2008, le plan stratégique, et au cours de différents groupes de travail. Notamment, je fais partie du comité opérationnel des risques, qui est là, par contre, lui, un groupe de travail institutionnel. Donc j'ai cette casquette qui est d'effectivement d'être très souvent, en tant que patient témoin et non pas expert, d'être patient témoin pour les patients qui ont un myélome. Ceci dit, pour en terminer, je suis représentant d'une association, la seule association française des malades du myélome multiple, qui va être reconnue d'utilité publique à partir de l'année prochaine, qui représente quand même 2800 adhérents, où nous sommes tous des bénévoles. Sur les 2800, il y a une trentaine de bénévoles qui effectivement travaillent. Et on a toute une... Alors, j'aime bien... en fait, à quoi sert cette association ? Apporter de l'air aux patients et aux aidants, puisqu'on travaille aussi pour les aidants. Alors, pourquoi de l'air ? Parce que, d'abord, on les informe. D'abord, on apporte de l'aide. Ensuite, on les informe. Et après, on les rassure. Ce sont les trois mots principaux que l'on peut retenir de cette association, et ça demande énormément d'activité, en plus d'être patient témoin à l'IPC, ce qui fait que je rayonne en fait sur un territoire qui est assez vaste, et je n'ai pas que l'IPC, j'ai d'autres hôpitaux dans lesquels j'interviens. Voilà. Merci à tous les deux. Donc une question qui s'adresse à tous les deux également. Donc on voulait savoir selon vous quels vont être les éléments que vous allez dire essentiels pour que l'annonce en cancérologie soit le mieux vécue possible par le patient. Alors, vaste problème, l'annonce. C'est vrai que, comme on le dit souvent, c'est assez brutal. Alors, d'où le rôle d'ailleurs de patient témoin ou de patient expert. On verra en conclusion ce que je propose, qui devrait être fait, mais ce n'est pas toujours évident vis-à-vis du corps médical. L'écoute donc du patient, on l'a entendu ce matin. En fait, excusez-moi, il va y avoir des redites par rapport à tout ce qui a été précisé ce matin. On n'a plus de télé, c'est dommage, parce que... voilà. Donc, la première des choses, c'est l'écoute du patient. On va lui annoncer qu'effectivement, il a un cancer, mais d'abord, le terme cancer, je crois qu'il est très approprié dans le reste de sa thérapie, mais peut-être faudrait-il choisir un autre terme. Bon, là, j'ai pas d'idée, mais il faut quand même qu'il y ait un échange entre le médecin, le spécialiste, l'hématologue ou l'oncologue. Moi, c'est des hématologues que je rencontre, que ça soit vraiment une empathie. Il faut que ça soit très empathique, qu'on apprend à connaître le patient que l'on a en face de soi, et pour ça, il existe des grilles. Alors, je sais qu'Onco-PACACORS a une grille, mais certains hôpitaux ont des grilles qui permettent de déterminer quels sont les problèmes du patient, parce que, comme on a vu ce matin, ça peut être des problèmes socio-économiques, ça dépend de l'âge du patient, mais ça peut être des problèmes aussi physiques, ça peut être des problèmes psychologiques, et tout ça doit être, nous semble-t-il, doit être écrit quelque part au départ. Il ne faut pas que ça soit juste que de la parole, il faut que le médecin, le spécialiste en face, le crayonne, les cases à cocher en quelque sorte. Il faut que ça soit tout préparé. Donc,
ce qu'on a mis ici, hein, vulnérabilité tant physique que psychologique, voire socio-économique. Ne pas surtout s'obliger à reformuler si le patient n'a pas tout compris. Alors, je sais, par expérience, 7 ans d'expérience quand même, je sais que les hématos, alors je vous parle des hématos, mais on va dire les spécialistes n'ont pas souvent le temps. Ils sont très contraints par le programme, souvent c'est 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Et ça, c'est dommageable vis-à-vis du patient lors de l'annonce. Je parle de l'annonce. Il faudrait laisser un peu plus de temps aux spécialistes pour qu'ils l'expliquent, qu'ils reformulent ce que éventuellement le patient n'a pas compris. D'autres choses aussi, puis après je passerai la parole à Pascal parce que je risque d'être très long. Et ça, c'est un point que je n'ai pas noté ce matin. C'est les perspectives d'avenir. Ah oui, vous avez ça, mais vous inquiétez pas, on va vous soigner et si tout va bien, vous pouvez faire, à la suite de la thérapie qu'on va vous proposer, alors il y a toute une série de thérapies, vous pouvez être en rémission, vous aurez peut-être une maladie résiduelle, vous ne serez pas guéri. Ça, le terme guérison, c'est un terme qui me semble inapproprié, notamment, je parle du myélome multiple. Et puis, autre point qui me paraît aussi important, dans la mesure où c'est possible, c'est que le patient, qu'on puisse le laisser rentrer avec un aidant. Alors, il y a eu la période Covid où là, les aidants n'étaient pas du tout, ne pouvaient pas rentrer lors de cette visite, cette consultation d'annonce. Maintenant, c'est plus le cas. Et s'il n'y a pas d'aidant, eh bien, le médecin peut faire appel à un patient témoin qui, peut-être par la suite, à la fin de la consultation, pourra un peu mieux renseigner le patient, voir, alors, je sais que ce n'est pas facile, voir tout de suite, alors là je laisse la parole à Pascal, puisque je crois qu'elle va parler des IPA. Oui, alors là on est sur une question après l'annonce, donc on a largement parlé de l'annonce ce matin, ce qu'il faudrait dans un monde idéal, mais après l'annonce, les difficultés que rencontrent les patients, effectivement, alors là, on a un peu des avis qui divergent avec Raymond. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop en dire sur le moment de l'annonce et plutôt consacré après l'annonce. Parce que la difficulté qu'a le patient, c'est qu'il est sorti de son rendez-vous. Et bien justement, il ne sait pas, il n'a rien compris. On lui a soi-disant pas dit, mais on lui a dit, sauf qu'il n'a pas entendu, il n'était pas en capacité d'entendre. Donc c'est vraiment important de trouver ce deuxième temps explicatif, et effectivement pas avec les médecins, avec les IPA ou psychologues ou n'importe qui d'autre. Et la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est, on parlait aussi ce matin du temps là, dans l'organisation de la prise en charge, c'est souvent très long et on est avec des temps où on n'a pas d'autre solution que d'aller taper sur Internet où on trouve tout et son contraire et qui ne nous rassure absolument pas, mais on ne peut pas s'en empêcher, quoi. Donc c'est souvent ça. Ils n'ont souvent pas compris les termes qui ont été prononcés. Faut savoir aussi vous n'avez pas affaire qu'à des gens qui ont fait médecine ou qui ont une littératie santé qui est acceptable. Et voilà, il y a quand ils parlent français, parce qu'il y a aussi les populations défavorisées, les populations qui ne parlent pas la langue, et c'est encore plus compliqué. Donc je pense que les grosses difficultés, elles sont dans effectivement comment on est pris en charge et le délai dans lequel on est pris en charge juste après l'annonce. Et malheureusement, on trouve des gens aussi démunis parce qu'ils ont eu encore des annonces, comme on disait, en ayant reçu un rendez-vous ou un résultat d'analyse. Et là, c'est la catastrophe, quoi. Voilà, ça reste encore trop fréquent. Merci Pascal et Raymond. Du coup, vous nous avez évoqué les difficultés les plus fréquentes qu'on peut voir en général et issues de votre expérience aussi personnelle. En tant que patient expert, qu'est-ce que vous recommanderiez aux professionnels de santé comme nous pour essayer d'humaniser, entre guillemets, davantage le parcours du patient ? Excusez-moi, je regarde parce que j'ai tellement de choses à dire. Donc, on a essayé avec Pascal de faire une synthèse. Le patient, selon le type de patient, évidemment, l'annonce est reçue diversement. Je l'ai dit tout à l'heure,
il faut vraiment que le professionnel de santé s'assure, de la compréhension, qu'il dise des mots sur ces mots. Mots M-O-T-S et mots M-A-U-X. Parce qu'on s'aperçoit, lorsqu'il y a l'annonce, qu'en fin de compte, il n'y a pas cet échange entre le patient. Alors, évidemment, le professionnel de santé, donne le diagnostic, indique la thérapie à suivre, etc. Mais il y a une phase intermédiaire là qui bien souvent est manquante. Moi, je peux prendre mon exemple. Hein. C'est peut-être difficile de le dire, mais je crois qu'on est là aussi pour donner des exemples. Quand j'ai eu l'annonce du myélome, on m'a dirigé vers l'IPC. J'aurais pu aller, on aurait pu me diriger ailleurs. Et je me souviens de cette annonce, je m'en souviendrai tout le reste de ma vie, si tant est qu'il me reste encore quelques années, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça c'est un point important aussi. Le rôle des patients témoins et des associations, on le verra plus tard, c'est que quand vous allez sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Si vous mettez myélome multiple et que vous regardez quel est le Canada travaille beaucoup sur le myélome multiple, durée de vie 5 ans. Alors, je ne vous dis pas le nombre de patients que j'ai au téléphone, parce que j'assure une hotline une fois par semaine pour des malades, qui ne sont pas obligatoirement des adhérents, des malades en France. Et le nombre de patients qui regardent Internet et qui voient ça, tout de suite, ils sont perdus, quoi. Et donc, voilà, c'était un aparté, mais ça me paraissait intéressant de vous le dire, parce qu'effectivement, ça fait partie, là aussi, de la réception que peut avoir un patient quand on lui annonce ça. Donc, ce matin, on a dit des mots sidération. C'est revenu ce matin, c'était formidable. C'est vrai que c'est pour certains, pas pour tout le monde, mais ça peut être sidérant, savoir qu'est-ce qu'on va devenir. Alors, bien souvent, la question, je crois que ce matin, ça a été dit, un patient, quand il arrive et qu'on lui annonce ça, il va dire combien de temps il me reste à vivre ou comment je vais finir. Et ce sont... Bien malheureusement, ce sont ce que vous entendez le plus souvent de la part des patients à qui on a annoncé ce type de problème. L'incertitude sur l'avenir. J'avais des projets. Je profite. Alors, il faut savoir que pour le myélome multiple, moi je suis un peu particulier parce que si vous regardez, 80% des malades du myélome multiple, ce sont des personnes qui sont au-delà de 60 ans. 60, 65 ans. Et bien souvent 70 ans et plus. On rencontre moins de patients de jeunes. Alors, il y a des raisons certainement, parce que je pense qu'il doit y en avoir aussi, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui sont souvent âgées. Donc on s'adresse, c'est difficile de parler du cancer, du myélome multiple à une personne âgée, plus difficile peut-être encore que ce que je dis n'est peut-être pas valable, qu'à une personne qui est en activité de service. Parce qu'effectivement, quand c'est un salarié, il se pose la question, mais comment je vais faire pour continuer à bosser ? Donc ça aussi, c'est un point important. Donc tout à l'heure, je parlais que le médecin devait regarder de près quelles étaient les dispositions socio-économiques du patient, c'est très important. Donc le doute aussi du vivre avec, comment je vais faire pour vivre avec ce myélome ? Enfin bref, un certain nombre de points qui, à mon avis, sont importants à mesurer. Tu disais, Pascal ? Il y a un décalage avec les diapos et les questions. Ça ne suit pas trop le fil. Mais bon. J'en étais où alors, la deuxième question ? Non, mais... Pascal, elle peut nous faire son... Excusez-moi. Bon, de toute façon... tu parles trop. Je parle trop. Oui. Alors j'arrête. On va laisser la parole à Pascal sur ce point-là aussi. Pour répondre à la question comment humaniser, effectivement, il faut établir une relation de confiance, faire davantage place à l'empathie pour que ça soit le moins pire possible, on va dire. Voilà, c'est surtout ça. Et ne pas hésiter à orienter vers les associations de patients, parler des soins de support, parler de l'éducation thérapeutique et surtout, moi je dirais, respecter le rythme du patient parce que juste après l'annonce, ce n'est pas forcément le bon moment pour en parler, mais il faut que l'info soit passée, soit oralement et si possible avec un écrit parce que quand le moment sera venu, le patient saura retrouver et vers qui se diriger. Voilà, si on peut faire
un peu plus court. Oui, alors Merci, juste quand Pascal. même un point. Excusez-moi, il y a un point là. Un point Regardez court, Raymond. une ligne. Aider à libérer les émotions par le geste, le regard et la parole. C'est bien l'empathie, mais il y a aussi le contact physique avec le professionnel de santé, son regard, comment il parle. Tout à l'heure, je vous disais des mots sur les mots. Et ça, malheureusement, les professionnels de santé qui n'ont pas toujours le temps à consacrer aux patients, même pour l'annonce, hein, j'entends, ça me paraît être un point très important. Alors, on va laisser maintenant la parole au docteur Assuar qui va se présenter et répondre à cette question-là. Donc, quelles sont, selon vous, les perspectives d'amélioration dans le dispositif d'annonce en cancérologie dans les années à venir? Alors, initialement, ils m'ont demandé de parler de l'organisation optimale de l'annonce, mais ça revient à peu près au même et on va pas. Il y aura beaucoup de redites. Je pense que cette question. Moi, je suis le docteur Anne-Sophie Assuar, donc je commence par le début, effectivement. Je suis chef de service en chirurgie gynécologique et du sein au centre hospitalier de Grasse et vice-présidente de la Ligue 06. Et donc, j'ai cette double casquette de soignante aussi. Et je fais beaucoup d'annonces de cancérologie. Je fais énormément de cancer du sein, particulièrement. Et cette question, moi, je l'ai lue avec le prisme clinique, finalement. Et peut-être qu'on en attendait que je formalise un parcours de soins, mais je l'ai fait encore une fois avec les yeux du soignant. Je pense qu'il y a des mots-clés. Les mots-clés, c'est anticiper, c'est orchestrer et c'est guider dans l'annonce. Anticiper, parce que vous l'avez très bien dit, monsieur, c'est très important que le patient ou la patiente, quand il arrive devant vous, sache que vous le connaissez, que vous êtes renseigné sur son histoire, idéalement, que vous avez appelé son médecin traitant, que vous savez si c'est une petite maminette qui vit seule à la maison ou si c'est une mère de famille qui a ses 2 gosses et qui travaille. Ce n'est pas évidemment la même problématique, ou si c'est une jeune femme qui n'a pas encore d'enfant. On a des perspectives, évidemment, d'un point de vue du projet thérapeutique qui seront différentes. Ensuite, orchestrer, parce qu'à partir du moment où on a pris les rênes de cette annonce, il faut qu'on puisse recoordonner, voir un petit peu qui fait quoi dans cette équation. Et il n'y a rien de pire, à mon sens, que de voir quelqu'un et lui dire, bon ben voilà, vous avez ça à faire, bonne soirée, c'est fini. Il y a cette sidération, il y a le fait qu'on soit complètement perdu, qu'on ne sache pas vers qui se tourner. Moi, je travaille dans un centre qui est à échelle humaine et c'est, je trouve, tout le charme de notre profession, c'est qu'on peut avoir cette proximité avec les patients et pouvoir avoir un réseau de soignants autour de nous. Le médecin traitant m'appelle en amont, je connais le radiologue qui a vu ma patiente, qui me dit « écoute, je l'ai biopsiée, je suis inquiet ». Alors je bloque un rendez-vous 10 jours après, qui est le délai de rendu de la microbiopsie, pour pouvoir appeler la patiente, on se met une alerte. Tout ça, ça s'anticipe, et donc le jour où elle arrive et où elle est dans ma salle d'attente, je sais exactement ce qu'elle a, ce que je vais lui proposer, et le côté clé en main du projet thérapeutique est fondamental. Vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un en face de vous et de lui prononcer bêtement des mots de diagnostic et de ne pas être capable de lui dire ce qu'il y a derrière. Il faut pouvoir lui dire, voilà, j'ai bien compris, vous avez 2 enfants, vous travaillez, voilà ce qui nous arrive, lui attraper les mains, la regarder et lui dire, maintenant, voilà ce qu'on va faire, on va se battre ensemble. Je vais commencer par vous opérer et puis après, vous aurez tel traitement, tel traitement. On inonde un peu de questions. Très souvent, ce sont les patients ou les patientes, moi je parle de ce que je connais surtout, qui nous poussent un peu dans nos retranchements. S'il y a des questions, je pense qu'il faut y répondre. S'il n'y a pas de questions, on dit le minimum. Je pense que vous avez absolument raison, madame. On est sidéré, on ne peut pas tout enregistrer, mais il y a des choses qu'on a besoin d'entendre parfois. Et il faut personnaliser. Et c'est toute la difficulté, parce que quand c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, on est sauvé, on a les clés déjà. Quand c'est quelqu'un qu'on nous réfère, qu'on voit pour la première fois, il faut arriver à composer et dans un temps raisonnable. Et c'est fondamental, effectivement. Ça ne se joue pas entre 2 portes en 10 minutes, ce n'est pas possible. Donc dans un temps, il faut prendre le temps qu'il faut. Dans un temps raisonnable, quand il y a de la lumière dehors et pas à 20h le soir, quand on va sortir, que c'est anxiogène, qu'on peut appeler personne et qu'on va aller sur Google, il faut lui expliquer tout ça. Tout ça, c'est très important. Et puis, le moment de l'annonce, il est crucial. Ça a été bien évoqué ce matin. Il faut que ce soit du face-à-face. Il ne faut pas que ce soit du téléphone. Il n'y a rien de pire. Il faut parler un peu du fait qu'on va discuter collégialement du dossier. Ça aussi, c'est très important. Comprendre qu'on rentre dans une équipe. Ce n'est pas, encore une fois, sur un coin de table, un praticien qui va décider. Il y a des consensus, il y a des protocoles, il y a des choses qui ont été écrites. On ne réinvente pas la roue. Ça va être fait de façon systématisée, en s'adaptant à la personnalité, en s'adaptant aux besoins sociaux, au tissu socio-affectif qui est autour du patient ou de la patiente, au fait qu'il y aura des besoins peut-être d'un point de vue sexualité, d'un point de vue préservation de fertilité, d'un point de vue oncogériatrie, d'un point de vue oncogénétique s'il y a une histoire familiale. Et tout ça, il va falloir le cristalliser dans un temps qui est
malgré tout, contraint, avec une personne en face de vous qui va enregistrer un mot sur 10. Moi, très souvent, je leur dis qu'elles vont enregistrer un mot sur 10. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, après, vous avez notre infirmière de coordination qui va vous revoir, qui va vous réexpliquer dans un deuxième temps. Vous avez raison, il faut laisser sédimenter. C'est vrai que dans les référentiels tels qu'ils sont écrits à l'heure actuelle, on parle d'avoir l'infirmière de coordination, l'infirmière d'annonce avec nous. C'est des mots, ça. À mon sens, il y a un interlocuteur en face de vous, un seul, d'abord parce qu'on est dans un brouillard terrible, et puis parce qu'il faut laisser poser les choses, dire aux patients, aux patientes qu'ils écrivent ce qu'ils ont à écrire, s'ils ont des questions, les noter, éventuellement laisser un écrit, effectivement, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir après un décryptage par un être humain. Et puis, mais une petite checklist, pourquoi pas. C'est vrai que particulièrement, bon, moi je déteste l'ambulatoire pour la chirurgie, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait essayé de faire de l'ambulatoire. Je déteste l'ambulatoire pour la cancérologie, je précise, précisément pour ça, parce qu'il y a énormément d'informations, que tout est compliqué. Mais à une époque, on avait essayé de le lancer, et je faisais des listes avec tout ce qu'on avait à faire. C'est quand même très indigeste, il faut dire la vérité. On remet des tonnes de papier, on dit on va vous lire ça tranquillement, à tête reposée, c'est pas bien, quoi. Et puis, donc, il faut surtout ce temps de repos, hein, où on va enregistrer les informations. Le rôle de l'accompagnant est fondamental, et je le dirai tout à l'heure sur la question suivante. Je pense que dans les secrétariats, il y a un rôle très important. Parce qu'en fait, qui dit de venir avec un accompagnant, c'est pas le médecin. Parce que si vous appelez la patiente au téléphone et que vous dites « écoutez, venez avec quelqu'un », c'est cousu de fil blanc. Et là, la patiente, elle vous dit « mais pourquoi, docteur ?» Et là, on va le dire par téléphone et rien de pire. Donc, il faut trouver une astuce pour que l'infirmière bienveillante ou la secrétaire bienveillante appelle et trouve une astuce en disant bah, écoutez, voilà, on a des choses à vous donner, c'est bien si vous êtes plusieurs, et qu'on puisse venir accompagner, c'est fondamental. Et ensuite, au-delà de cette phase initiale, on a le après, avec la rencontre avec l'infirmière d'annonce ou l'infirmière ou l'IDEC, idéalement, qui va préparer au traitement, qui aura préparé tout le plan de bataille, qui va le décrypter, et qui va donner les différentes phases de la bataille, justement, avec les différentes étapes, avec les différents intervenants. On aura prévenu entre-temps le médecin traitant, bien sûr. On aura tenu au courant souvent le radiologue qui est dans la boucle, ou ça dépend du guichet d'entrée, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de dire on a eu une coloscopie, on a un doute sur la biopsie, on prémédique un peu déjà le chirurgien viscéral parce qu'on sait qu'il va y avoir un geste, ou effectivement le médecin traitant nous fait faire une prise de sang et on se retrouve chez l'hématologue, ou on fait une biopsie, on sait déjà qu'on est un peu inquiet, donc on a le temps d'un peu se préparer, mais il y a la phase d'angoisse des 10 jours qui est terrible. Et donc tout de suite derrière, il faut qu'on soit vu par quelqu'un parce que c'est atroce sinon. Et voilà, donc tout ça est important. Et ensuite, il y a des phases de réévaluation, c'est-à-dire qu'en fonction du traitement qu'on instaure, en fonction des étapes à envisager ensuite, il faut déjà que la patiente ou le patient sorte avec une procédure d'urgence pour s'il y a des questions, s'il y a des choses particulières, savoir qui appeler. Donc nous, on a un numéro unique qui est le numéro de notre infirmière de coordination, mais ça peut être le numéro du service, ça peut être en tout cas un interlocuteur à appeler plutôt que d'aller googliser à 23h, et ce qui est extrêmement anxiogène et pas du tout constructif, on est bien d'accord là-dessus. Et il y a donc les mouvements de coordination entre la ville et le centre hospitalier initial ou le CLCC, eh bien, ça va être de se tenir au courant par des courriers. Il y a plein d'outils à l'heure actuelle, il y a des outils numériques. Moi, je suis peut-être un peu vieille école, mais je ne m'enlèverai pas de l'idée qu'il n'y a pas mieux qu'un numéro de téléphone, que de s'appeler entre nous et de dire « Monsieur machin, Madame machin, ils vont pas bien. Quand est-ce que tu peux les voir? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Comment on fait? On a mis en place avec notre pharmacien clinicien référent qui est là dans la salle, des outils aussi de dialogue avec les pharmaciens d'officine quand il y a des thérapies orales. Et c'est fondamental. Et on a la chance d'avoir une équipe formidable qui est en face de moi, qui coordonne tout ça et qui répond aux appels H24 quand il y a des soucis. C'est pas partout, mais c'est très important et je pense que c'est incontestable à l'heure actuelle. C'est notre avenir si on veut améliorer nos prises en charge. Et puis des revues régulières dans les RCP, c'est-à-dire qu'il y a déjà la coordination ville-hôpital, ça passe par la coordination au sein de la ville et au sein de l'hôpital, et puis après il y a des ponts entre les deux. Donc déjà se parler entre nous au sein de l'hôpital, c'est fondamental, et faire des points réguliers dans nos RCP sur l'évolution de tel ou tel patient, et dire monsieur machin, il faut changer son traitement, madame truc, elle va pas bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, elle a besoin de soins de support, elle a besoin d'être revue, on a besoin de réévaluer son traitement, qu'est-ce qu'on fait comme prise en charge, qui la revoit, tout ça c'est fondamental.
Encore une fois, je suis un peu chauvin, mais je pense que c'est très important. Quand c'est un établissement à l'échelle humaine, ça va plus vite, hein, donc il y a moins d'inertie. Voilà un peu ma conception des choses. Est-ce que je peux juste rajouter, on a beaucoup parlé des infirmières, des médecins traitants, mais on n'a absolument pas parlé des pharmaciens et des officines de proximité, qui pour nous sont vraiment un point de chute d'urgence, j'ai envie de dire, parce que du lundi au samedi, du matin au soir, sans rendez-vous, on est au comptoir de l'officine et puis on peut lâcher ses valises et ses inquiétudes, et on a toujours une écoute bienveillante de manière générale. Mais parfois, quand on n'a pas mis en place les outils nécessaires, eh bien, ils sont démunis. Donc là, ils savent qu'ils ont un numéro de téléphone à appeler et qu'ils peuvent avoir au-dessus quelqu'un qui les renseigne, et c'est très important. On a au moins quelqu'un qui nous répond Bien de sûr. suite, parce que c'est pas toujours facile d'avoir ne serait-ce qu'une secrétaire ou quoi que ce soit, quoi. Il y a autre chose que je voulais dire, je pense que c'est très important, c'est que dans l'anticipation telle qu'on l'a envisagée, tous les intervenants sont importants. Il y a un chef d'orchestre et il y a des intervenants autour pour accompagner les patients. Parfois, c'est très important de donner de l'information, parfois c'est très important de ne pas la donner. Le silence est d'or, ça reste quand même un dogme fondamental. Quand des fois vous rencontrez une patiente qui arrive pour la première fois et que le radiologue l'a mise minable parce qu'il lui a donné des informations qui n'étaient pas légitimes, qui n'était pas vrai la plupart du temps. Des fois, c'est authentiquement, elle a de quoi être inquiète, mais parfois, il y a eu une annonce maladroite en amont, alors que justement, il n'y avait pas le projet thérapeutique derrière, alors qu'on n'était pas dans le bon cadre, etc. Je pense qu'il faut, et ça fait partie de la formation, notre formation à tous, dire, voilà, là, je sais, donc je dis et on fait. Là, je ne sais pas, donc je dis le minimum et je passe la main. Et je pense que c'est très, très, très important. Parce qu'il y a suffisamment d'angoisse et d'appréhension. Si on vient anticiper quelque chose auquel on n'avait pas pensé, alors là, c'est la cata. Super. Docteur Azuard, du coup, vous nous avez un peu détaillé, déjà on a un peu avancé sur la question. Quelle serait pour vous une organisation optimale de l'annonce dans un parcours coordonné entre ville et hôpital? Oui, bon, là, vous avez compris, je vous ai donné toutes les clés de ce que je voulais faire. Donc, les 3 mots-clés, anticiper, orchestrer et guider, c'est-à-dire confier à des gens qui en ont confiance, qui sauront faire, voilà, tout simplement. Je me permets juste de compléter avec le volet exercice coordonné, qui est un vrai lien entre la ville à l'hôpital, entre la ville et l'hôpital. La ville est très engagée, que ce soit au sein des CPTS et des maisons de santé. Et je pense qu'on a tout intérêt à vraiment travailler main dans la main au maximum pour se connaître les uns les autres et améliorer au maximum nos prises en charge patients. D'autant plus qu'on n'a plus beaucoup la chance, malheureusement, d'avoir des médecins traitants qui connaissent bien. Exactement. Donc ça va plus passer par les maisons de santé à l'heure actuelle, avec un maillage autour des patients. Plus une équipe soignante. Et une équipe soignante autour, parce qu'on n'a plus le fonctionnement qu'on avait avant. Ça ne veut pas dire que c'était mieux. Et une ressource de médecins traitants qui s'amenuisent. On a bien parlé ce matin des limites. Et l'exercice qui change. Voilà, qui s'amenuise, l'exercice qui change. C'est ça. Non, je pense. Donc une question maintenant pour vous deux, Raymond et Pascal. Quel est le rôle, selon vous, des associations de patients, des patients partenaires dans la reprise et le parcours des patients après une annonce? J'en ai un peu parlé à propos notamment de l'association dont je m'occupe. On est là, comme je vous ai dit, pour faire changer d'air aux patients. Donc l'aider, l'informer, et puis surtout lui tracer des perspectives en lui disant on peut vous mettre en relation avec d'autres patients. C'est ce qu'on fait rituellement. C'est ce qu'on fait même lorsqu'on est en hôpital. Moi, je passe une journée entière à l'IPC où lorsque je rencontre des patients, je les mets en relation. Parce que bien souvent, ce qui se pose après l'annonce, alors évidemment, on dépasse le stade de l'annonce, mais après l'annonce, le patient qui a intégré le fait qu'effectivement, il va recevoir une thérapie, il se pose des questions sur son avenir et sur la façon dont il va vivre avec sa maladie. Et ça, les associations ont des possibilités justement de mettre en relation avec des services organisés qui soient soit au sein de l'hôpital. Moi, combien de fois, par exemple, les patients après l'annonce, notamment des patients assez jeunes, me disent « Mais comment je vais faire ? Vous inquiétez pas,
on va aller voir l'assistante sociale. Et donc, je l'emmène voir l'assistante sociale. Et ça, les patients sont perdus. Ils ont besoin justement des personnes qui sont des patients témoins, mais aussi qui appartiennent à une association. Alors, des associations, il y en a un florilège. Dans notre cas, l'avantage, c'est qu'il n'y en a qu'une. Mais quand vous regardez le nombre d'associations, alors elles sont toutes d'inégale valeur, mais je trouve qu'il y en a un peu de trop. Tout ça, ça devrait être recentralisé, mais ce n'est pas mon propos. Je crois que... Alors, il y a la Ligue contre le cancer, bien sûr, qui permet effectivement de mieux orienter les patients, mais il faut faire très attention parce que vous tombez des fois sur des associations qui n'ont pas de... qui sont représentées par quelques personnes sans plus et qui n'ont pas, comme nous avons dans chaque région, dans chaque même demi-région, on a des représentants donc, auprès desquels on peut se rapprocher. Le rôle des associations, pour moi, qui a toujours été dans le milieu social, ce n'était pas du tout mon activité professionnelle, mais en tant que bénévole, je me suis rendu compte que quand même, c'était très important pour un patient de s'appuyer sur les associations. On a un rôle fondamental. Je voudrais rajouter quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ça, mais vous avez parlé effectivement, Pascal a parlé des pharmaciens. Effectivement, pharmaciens, médecins traitants, il faut une équipe pluridisciplinaire. Et ça, après l'annonce, quand on rencontre le patient, il est important de lui dire, vous inquiétez pas, il y aura une équipe pluridisciplinaire qui sera à votre service, une psychologue, une algologue, enfin tous les médecins nécessaires. Vous avez votre médecin traitant, qui bien souvent, pour certaines maladies, ne connaissent pas grand-chose, c'est plutôt vous qui informez le médecin traitant, et vous avez les pharmaciens. J'avais assisté il y a quelques années, avant la Covid, à un congrès justement des infirmières, et ils incitaient énormément sur le rôle des pharmaciens auprès des patients. Voilà ce que j'avais à dire sur les associations. Oui, donc juste pour rajouter, mais ça a déjà été longuement évoqué aussi ce matin, les associations sont capitales. Moi, j'insiste sur la notion de pas d'injonction. Il faut que les patients sachent que ça existe et qu'ils puissent faire appel quand ils en éprouvent le besoin. Il y en a qui ne veulent pas. Je pense que dans les centres de soins, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une grosse pénurie quand on a terminé les soins et qu'on vous dit merci madame, rendez-vous dans un an avec votre contrôle et vous êtes lâché dans la nature et il n'y a plus rien. Et je pense que les associations prennent encore plus de sens à cette étape-là du parcours de soins parce qu'effectivement, quand on est en traitement, c'est très facile et de mettre en place des choses qui sont à disposition dans les établissements. Par contre, après... là, c'est souvent l'hécatombe, parce que les gens se sentent seuls, perdus, atterrissent souvent bien de ce qui vient de leur arriver et ce qu'ils ont traversé. Et là, l'association a tout son sens. Donc c'est régulièrement rappeler que les associations de patients existent, rappeler que l'ETP est là aussi pour aider et à prendre en charge de la continuité de la maladie chronique, vivre avec tous les effets secondaires à long terme, parce qu'on parle toujours des effets de la chimio, mais voilà, l'hormonothérapie, c'est quelque chose de terrible aussi, parfois. Et comment arriver à motiver les patients de continuer leur hormonothérapie parce que c'est hyper important et qu'ils vous disent qu'ils veulent l'arrêter parce que c'est pire pour eux que la chimio. Donc voilà, c'est dire, les associations vont vous aider à traverser et à continuer votre prise en charge et effectivement l'activité physique adaptée, la nutrition, enfin tout ce qui existe, mais surtout pas d'injonction, il faut. Voilà. Il y a juste un point que je voulais rajouter aussi, sur certaines associations. Moi, j'anime un groupe de parole, par exemple, au sein de mon association. On est une dizaine en France à animer ces groupes de parole. C'est très important pour les patients. Parce qu'il y a un certain nombre de déclarations qu'ils ne font pas à leurs proches ou à leurs amis, alors que lorsqu'ils sont en groupe de parole, ils s'exposent facilement, mais on sait que c'est confidentiel, et ils arrivent à dire des choses qu'ils ne disent pas par ailleurs. Et ça, les groupes de parole, ça me paraît aussi important. Alors certains hôpitaux le pratiquent, à l'IPC, c'est thé ou café, par exemple, mais j'avoue que après avoir
reçu une formation sur les groupes de parole, bien que je parle beaucoup, mais en groupe de parole, je parle moins, puisque j'oriente. Mais en fait, je me suis rendu compte que les patients étaient très heureux. La première fois, quand ils viennent, bon, ils se posent des questions, mais alors après, ils sont très contents et ils reviennent très souvent. Juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Pascal, et c'est vraiment, moi aussi, le ressenti que j'ai, c'est que l'après-cancer, on est globalement nul, et il y a tout un champ à travailler. Je confirme. Et qu'on arrive à une période où, effectivement, les patients, tout ce qu'ils nous disent, c'est on a l'impression d'être lâchés dans la nature, ils ont vu les infirmières, les IDEC, les IPA, il n'y a plus personne, et la question de la reprise du travail aussi derrière, et il y a vraiment un gros dossier là-dessus. Oui, tout à fait. Je pense que, alors, comme je l'ai dit ce matin, tout à l'heure, moi j'ai été malade en 2013 et il n'y avait pas grand-chose qui existait à l'époque, en tout cas qui n'était pas mis en place de manière vraiment opérationnelle comme aujourd'hui, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais par contre, effectivement, sur le post-cancer, il y a du boulot. Ah ouais, tout à fait. On va arriver sur la conclusion, et donc il va y avoir un mot-clé ou un message fort à faire passer, un message, hein, Raymond, succinct, que vous pourriez nous donner sur l'annonce en cancérologie. Alors, je vais commencer un mot. Donc, vous n'êtes pas seul. Voilà. Et il y a de l'espoir parce que la recherche progresse. Vous disiez, tous les 6 mois, là, on évolue vachement. Donc, oui, voilà. Il y a de l'espoir. Moi, comme d'habitude, je n'ai pas trouvé le mot. Mais j'ai simplement dit ce qu'on a dit depuis le départ. La nécessité de faire appel. Il faut que les professionnels de santé, ce n'est pas toujours le cas, indiquent quand même qu'il existe des patients témoins ou des patients partenaires ou des patients navigateurs. Il y a tous les mots qu'on peut trouver sur Internet, ou patients experts, qui sont là, qui sont quand même formés, qui ont une éducation, formés à l'éducation thérapeutique. Donc dire aux professionnels de santé, surtout vous savez qu'il y a des patients experts, et dire aux malades, quand on lui annonce, faites-leur confiance, ils pourront peut-être rentrer un peu plus dans le détail ou vous exprimer, expliquer certains mots que j'ai prononcés, parce que bien souvent, malheureusement, les professionnels de santé, ils parlent avec des mots qu'on ne comprend pas obligatoirement. Donc c'est bien de leur faire préciser. Et puis surtout, donc, comme je dis, permettre d'évacuer, de faire évacuer tous ces problèmes à la fois cognitifs, physiologiques ou autres chez les patients. Plusieurs messages forts du côté de Raymond. Moi, tout simplement, pense pour les professionnels de santé, en tant que professionnel de santé, que chaque mot compte. Parce que souvent, mes patientes sont capables de me dire au mot près comment j'ai formulé l'annonce. Et on a une vraie responsabilité ce jour-là, qu'on soit en forme, pas en forme, ça ne change rien. Il faut assurer dans la façon de formuler les choses. Même les expressions, comment on était habillé, elles sont capables de tout vous dire. Donc, chaque mot compte et il doit être pesé. Voilà. Très vrai, ouais. S'il y avait des questions. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Aurélien Prou, je suis médecin de soins palliatifs à l'IPC. J'ai une question qui s'intéresse à tout le monde. Est-ce qu'il y aurait un intérêt, selon vous, à enregistrer la consultation d'annonce pour que le patient, les proches, le médecin puissent réécouter à distance un peu plus au calme ? Je dirais oui, j'y avais pas pensé. Par contre, moi, ce que je conseille tout le temps, c'est de préparer les questions et d'arriver avec son petit papier, de ne pas se laisser intimider par le professionnel de santé, parce que des fois, on l'a préparé, mais on n'ose pas dire, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va dire une bêtise. Il y a toujours cette barrière de la blouse blanche. Donc, et effectivement, de venir accompagner, parce qu'il suffit d'un mot. Vous disiez, le mot, d'un mot qui va nous choquer, c'est fini, c'est blackout, on n'entend plus la réponse. Donc, une deuxième personne qui nous accompagne, préparer les questions, arriver à les poser, et effectivement, pourquoi pas, pour pouvoir effectivement enregistrer et pouvoir repasser des choses qu'on n'aurait pas assimilées. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bien sûr, je n'ai pas eu votre parcours. Mais tout simplement parce que je pense que peut-être que certaines patientes seraient aidées, ou patients, seraient aidés par la réécoute.
pense que c'est un moment qui est quand même pas facile et que se dire qu'on le réécoute, c'est quand même un peu la torture. Et que par ailleurs, on a le deuxième temps de discussion avec l'infirmière d'annonce ou l'IDEC qui est là pour justement décrypter. Alors oui, prendre des notes entre-temps de ce qu'on n'a pas compris, bien sûr, mais je pense que si on a bien fait l'annonce, normalement, ce qu'il en reste, c'est la substantifique moelle et on va pouvoir en faire un squelette autour duquel on va articuler des questions. Et là, c'est le rôle de la deuxième phase d'annonce. C'est ma conception des choses. Oui, après, tout dépend si cet enregistrement il est pour le professionnel de santé ou pour le patient. Ouais, pour le patient, oui. Après, moi, je te Ouais, ça rejoins. dépend. Je ne suis pas sûre qu'il faille enregistrer. Je pense qu'au final, les patients, moi, c'est comme ça que je fais des fois où je vois qu'il n'y a plus rien qui se passe. Je dis, bon, on arrête là, on se revoit dans un deuxième temps et ça laisse le temps de décanter un petit peu. Juste dans la même lignée de questions, pour vous, quel est le meilleur accompagnant pour entendre l'annonce, en fait? Parce que nous, on a souvent les familles, souvent les conjoints, mais est-ce que finalement, une tierce personne, ça ne serait pas plus adapté? C'est une question, hein, c'est pas du tout ni orienté, ni un jugement. Je pense que c'est au cas par cas. Hein. Il y a ceux qui sont accompagnés, puis des fois, les familles ne sont pas forcément aidantes aussi, hein, sont toxiques, elles posent les questions à la place du patient. Il y a aussi beaucoup de patients qui veulent protéger leur famille aussi. Hein, elles s'oublient parce qu'elles veulent surtout protéger les enfants, le mari, parce que sinon ça va lui faire une charge en plus. Donc compliqué, je crois que c'est vraiment au cas par cas. C'est comme on avait échangé sur la présence d'un patient partenaire à la DONS. Je sais pas, ça peut être très... C'est très particulier aussi. Très intrusif aussi. Oui, aussi. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'a pas encore anticipé ce qui va se passer. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intime. Et un proche, oui, c'est nécessaire, ne serait-ce que pour reformuler ce qu'on n'a pas entendu, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, est-ce que c'est mieux d'avoir son mari, son conjoint, ses parents, son enfant? Ça, c'est propre à chacun, hein, ça dépend de la relation. Oui, c'est vrai que c'est propre à chacun, hein, je ne répéterai pas ce que Pascal a dit, mais je crois, pour l'avoir vécu, hein, moi j'étais seul quand on m'a annoncé ma maladie. Bon, je me doutais que j'avais quelque chose, mais bon, c'est bien passé, mais pendant un mois ou deux, ça a été très difficile. Et c'est là, pour ça d'ailleurs, que je me suis rapproché d'une association. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai trouvé un patient qui avait la même maladie que moi et j'ai beaucoup échangé par téléphone. Donc, si le patient se trouve seul, c'est pas inintéressant parfois que le professionnel de santé lui propose, écoutez, voilà, il y a un patient chez nous qui a vécu, qui vit et qui a ces problèmes-là. Est-ce qu'éventuellement, puisque vous connaissez personne, vous n'avez pas de proches, ou vous n'avez pas de connaissances auprès desquelles vous pouvez échanger, est-ce que ça vous intéresse effectivement d'être en sa présence? Alors il faut quand même qu'au départ, le patient connaisse ce qui est un échange au départ avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet. Mais moi, je l'ai vécu, ça. Et si le professionnel de santé me l'avait proposé, je crois que j'aurais été tout de suite. J'aurais dit oui, puisque j'ai personne autour de moi, ou du moins, je n'ai pas la volonté que d'autres personnes veuillent participer à cette réunion.